Assalamu alaikum. Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui la solution de l'examen d'analyse SMPC que j'ai proposé. J'ai proposé l'énoncé il y a juste quelques jours. Alors, tout d'abord, je vais vous rappeler l'énoncé, ensuite on aura la solution. Voici l'énoncé de cet examen composé de 4 exercices. Ici, vous avez l'exercice numéro 1. Ensuite, l'exercice numéro 2. L'exercice 3. Et l'exercice 4. Alors, nous allons passer tout de suite à la solution de ces exercices. Bon, alors, l'exercice numéro 1 est un exercice sur les suites, où il y a le raisonnement de récurrence, donc on évidence ici dans une ou deux questions, et puis après, donc nous avons des suites définies conjointement par récurrence. Alors, à la fin, on va trouver leurs limites. La première question, donc je vais passer à ma solution, donc j'ai recopié l'énoncé. La première question, c'est montrer que Vn moins Un est constant égal à V0 moins U0. On vous demande de montrer par récurrence. Donc vous devez respecter l'énoncé et essayer de faire un raisonnement par récurrence. Ensuite, déduire que Un est inférieur à Vn. Alors, regardons ça. Alors, d'abord, une première remarque. Vous avez les premiers termes, U0 et V0, sont strictement positifs. Et les termes suivants sont définis à partir de U0 et V0 par des opérations de multiplication, d'addition et de division. Donc, à partir de termes positifs, strictement, quand on a les seules opérations addition, multiplication et division, les termes UN pour n supérieur à 0 seront évidemment strictement positifs également. Ce n'est pas la peine de faire un raisonnement par récurrence. Ici. Donc, il suffit juste de constater les choses. Voilà la remarque que j'ai écrite. Donc, on remarque d'abord que puisque U0 est strictement positif et V0 strictement positif également, les suites UN et Vn sont définies par récurrence à partir des termes U0 et V0 par des opérations d'addition, multiplication et division. Il est clair que les suites UN et Vn sont à terme positifs. Alors maintenant, faisons la récurrence pour démontrer que cette égalité, c'est-à-dire Vn moins Un constant égale à V0 moins U0. Alors d'abord, pour n égale 0, c'est vrai. Vous aurez quoi pour n égale 0? V0 moins U0 égale à lui-même, donc c'est vrai. Voilà, donc, si vous voulez, la condition initiale. Donc, il est évident que pour n égale 0, c'est vrai, comme je viens de le signaler. Alors, supposons que c'est vrai pour un petit n plus grand que 0. Alors, Vn plus 1 moins Un plus 1, d'après la définition, regardez, quand vous faites la différence de Vn plus 1 moins Un plus 1, vous trouvez Vn au carré moins Un au carré sur le même dénominateur, Un plus Vn. Donc voilà, Vn plus 1 moins Un plus 1 est égal à ceci. Et ici, vous avez une identité remarquable du type donc Vn moins Un qui multiplie Vn plus Un. Nous avons signalé que Vn plus Un est strictement positif, donc il vous reste ceci. Et par l'hypothèse de récurrence, il est égal à V0 moins 0. Donc, on a démontré que l'égalité est vraie aussi pour n plus 1. Donc, le résultat est vrai, quel que soit n. Et puisque V0 moins U0 est positif, d'après l'énoncé, regarde, V0 moins U0 est positif, alors, puisque cette égalité, nous avons démontré qu'elle est vraie, quel que soit n par récurrence, alors Vn moins n est positif, et par conséquent, Un est plus petit que Vn, quel que soit n. Voilà donc pour la première question. La deuxième question. Alors, la deuxième question comporte deux inégalités à démontrer. La première et la deuxième.
D'accord? Bon, alors, commençons par démontrer celle-ci. Alors, un plus 1 moins un sur 2, la définition du un plus 1 par écran, c'est ça. Moins un sur 2. Réduisons au même dénominateur, c'est-à-dire 2 fois un au carré, moins un fois un plus Vn. C'est égal à ça, sur le produit des dénominateurs. Alors maintenant, quand vous effectuez ici les opérations, vous aurez ici un au carré. Et vous avez là 2 un au carré. Moins un au carré, ça fait donc un au carré. Un au carré. Et il reste aussi moins Vn, un. Donc on fait, donc qu'est-ce qu'on a ici? Un au carré, moins un Vn, on met un en facteur, et on a la chose. Donc, alors maintenant, cette parenthèse, elle est négative. On vient de le démontrer par la question précédente. Un est strictement positif, un plus Vn strictement positif, donc, puisque celle-ci est négative, donc, ce quotient est négatif, et ainsi, nous avons ceci, quel que soit n, nous avons cette inégalité. Donc, voilà, l'inégalité est vraie. Alors, on peut le démontrer d'une autre manière, cette propriété, autre méthode. Hein. Je vous conseille toujours de ne pas mettre deux méthodes différentes. Vous avez à répondre par la méthode que vous jugez la plus correcte, la plus juste. Si vous avez beaucoup de méthodes dans la tête, faites celle qui est correcte. Ne donnez pas de méthode. Vous n'avez pas le temps d'ailleurs. Alors maintenant, une autre méthode consiste à remarquer que un plus Vn est supérieur à 2un, qui est strictement positif. On l'a signalé au début. Donc, quand vous inversez, l'inverse de Vn plus un est plus petit que l'inverse de 1 sur 2un. Eh bien, c'est ça que nous allons utiliser. Donc, divisons par un plus Vn, c'est plus petit que un au carré sur 2un. Et par conséquent, ceci, en simplifiant par un terme strictement positif, on trouve un sur 2. Alors donc, ça c'est la première partie de la question. La deuxième partie, c'est de montrer cette inégalité. Donc, à partir de l'inégalité que j'ai notée 1, nous allons démontrer l'inégalité 2. Alors, donc cette inégalité 2, alors, est-ce qu'on a proposé un raisonnement par récurrence? Non, on n'a pas proposé un raisonnement par récurrence. D'ailleurs, elle peut se déduire automatiquement parce que vous avez un plus 1 inférieur à 1 sur 2, celui-ci inférieur à un moins 1 sur 2 au carré, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à u0 sur 2 à la puissance n plus 1. Alors, justement, dans l'énoncé, malheureusement, je ne sais pas, moi, l'énoncé, c'est comme ça que je l'ai reçu. Il y a u0 sur 2n. Alors, ce n'est pas vrai, c'est sur 2n à la puissance plus 1. 2n plus 1. Bon. Moi, j'ai reçu l'énoncé, mais quand j'ai voulu faire la récurrence, ça n'a pas marché. Et donc, c'est pourquoi je corrige. Donc, on déduit ceci. Donc, si vous avez, quand j'ai posté l'énoncé, je l'ai mis comme je l'ai reçu. Alors maintenant, donc, voilà la correction. C'est u0 sur 2 à la puissance n plus 1. D'ailleurs, personne n'a fait un commentaire pour corriger. Moi, j'ai corrigé lorsque j'ai essayé de faire l'exercice. J'ai trouvé que ça ne marche pas. Voilà. Bon, alors, voyons maintenant comment on va faire pour ça. Donc, pour montrer cette inégalité, on fait une récurrence également, hein, pour le démontrer. On peut le déduire facilement sans faire la récurrence, mais pour vous, vous devez apprendre à faire cette récurrence. Alors, pour n égale 0, est-ce que cette égalité est vraie? Ben, cette égalité, ça vient de celle-ci. Si vous mettez, on a démontré 1, juste maintenant, on l'a démontré. Donc, si vous mettez n égale 0, vous trouvez u1 inférieur à u0 sur 2. Eh bien, c'est ça, cette inégalité pour n égale 0, c'est u1 inférieur à u0 sur 2. Donc, c'est vrai, d'après l'inégalité 1. Donc, cette inégalité 2 est vraie pour n égale 0. D'ailleurs, l'inégalité 1 ou l'inégalité 2, pour n égale 0, c'est la même chose. Alors, supposons que cette inégalité 2 est vraie pour n quelconque positif.
C'est-à-dire, on a ceci. Alors, d'après l'inégalité 1, voilà ce qu'on a démontré. Alors, ici, il y a le... Non, pardon. Ça, c'est l'inégalité 1. Oui, l'inégalité 1. Bon, on s'y perd avec toutes ces inégalités. Voilà, l'inégalité 1. Donc, voilà. Je parle de ce qui est acquis. Elle est acquise. Et l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'elle me dit? UN est inférieur à U0 sur 2n. Alors, je vais utiliser, donc, UN est inférieur à U0 sur 2n. Et le 2 qui est là, le voici, multiplions, on trouve donc U0 sur 2 à la puissance n plus 1. En conclusion, nous avons donc UN plus 1 inférieur à U0 sur 2 à la puissance n plus 1. Alors donc, pour cette question. Alors, si vous n'aimez pas le raisonnement par récurrence, puisque dans cette inégalité, il ne vous est pas recommandé de faire un raisonnement particulier, on peut le faire directement. Regardez comment je vais faire. Donc, ici. Alors, ça, c'est l'inégalité 1 que nous avons démontré au départ de la question numéro 2, par récurrence. Si je l'écris pour n variant de 1 jusqu'à n plus 1, alors pour 1, ici, ça donne U1 inférieur à U0 sur 2, U2 inférieur à U1 sur 2, etc. Jusqu'au dernier, et l'avant-dernier, c'est UN inférieur à UN moins 1 sur 2. Donc, ce sont des multiplications avec des termes strictement positifs. On l'a signalé au début. La suite UN est une suite à termes positifs. Alors maintenant, vous multipliez le tout d'un côté, premier membre de gauche, et le deuxième membre de droite, et puis vous simplifiez, parce que vous aurez dans chaque produit des termes en commun. Vous simplifiez UN de ce côté-là, UN-1 avec celui qui va descendre ici, U2, etc. Et qu'est-ce que vous trouvez à la fin? UN plus 1 inférieur à U0, 2 multiplié combien de fois? Autant de lignes qu'il y a. Donc 2 à la puissance 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Voilà un raisonnement direct. Tout à fait correct. Voilà, vous faites des multiplications dans le premier membre. Dans le deuxième membre, vous simplifiez ce qui est commun dans les deux produits. Et puis, qu'est-ce qui vous reste? Le premier terme, UN plus 1. Et ici, le dernier terme dans cette relation U0. Et puis, il y a les 1,5 qui ne se simplifient pas. Alors, combien il y a de 1,5? Autant de lignes qu'il y a. Donc, 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Et la relation 2 est démontrée. Voilà. Moi, je fais deux méthodes parce que je suis en train de vous apprendre comment faire les choses. Mais vous, à l'examen, rappelez-vous, une seule méthode. Car si vous mettez deux méthodes et l'une est fausse, alors là, vous prenez des risques. Troisième question. Montrer que la suite UN est convergente et calculer sa limite. Alors, nous avons, d'après la relation 2, ceci. La relation 2, écrite avec n plus 1, c'est U0 inférieur à 2 à la puissance n plus 1. Écrite avec n, c'est UN inférieur à U0 sur 2 à la puissance n. Donc, vous voyez que UN est coincé entre deux suites, la suite constante 0 et la suite qui tend vers 0. Pourquoi cette suite tend vers 0? Parce que vous avez ici la suite géométrique 1 sur 2 à la puissance n qui est de raison 1,5. Et donc, ça tend vers 0. Coincé entre deux limites qui tendent vers 0, alors UN tend vers 0 également. Voilà. Et pour la quatrième question, alors rappelez-vous que lorsque vous voulez démontrer qu'une suite est convergente, il ne faut pas toujours chercher à montrer qu'elle est croissante majorée ou décroissante mineure, parce que parfois elle peut converger sans être ni l'un ni l'autre, sans être monotone. Bon, voilà. Donc, il faut montrer qu'elle converge. C'est ça l'essentiel. Alors, montrer que la suite Vn est convergente et calculer sa limite. Ça, c'est pour la question numéro 4, la suite Vn. Alors, Vn, nous avons vu que Vn, bon, ici d'abord, partons de Vn. Ajoutons et retranchons Un, juste. Mais, ceci, d'après la question numéro E, est constant. Égal à V0 moins U0. Donc Vn apparaît comme une constante plus Un. Or, Un tend vers 0. Donc Vn, sa limite, c'est cette constante V0 moins U0. Je répète,
Vn, après ajouter et retrancher un, apparaît comme étant Vn moins Un plus Un. Vn moins Un est constant égal à V0 moins U0. Et donc, Vn est égal à cette constante plus Un. Un tend vers 0. Donc, limite de Vn égale V0 moins U0 plus limite du n qui est nulle. Donc, c'est V0 moins U0. Ainsi, donc, se termine cet exercice. Et nous allons voir maintenant l'exercice suivant. Alors, cet exercice sur le théorème de Rolle, donc on se donne une fonction, on vous donne une fonction qui est définie manifestement, qui n'est pas définie manifestement en 0 et 1, à cause du log pour 0 et à cause du dénominateur, ici, elle n'est pas définie en 1. Alors, si vous voulez, on l'a définie en imposant la valeur de f en 0 égale 0 et la valeur en 1 égale à 0. Donc, on fabrique une fonction, on lui colle les extrémités. Est-ce qu'elle est continue? Montrer que f est continue. Donc, on vous demande de montrer qu'elle est continue. À droite, puisqu'on est sur l'intervalle 0,1, donc à droite de 0, et à gauche de 1. Alors, la continuité sur l'intervalle ouvert 0,1 est acquise parce que vous avez, c'est une expression qui, si on peut dire comme ça, fabriquée à l'aide de fonctions qui sont continues sur cet intervalle 0,1 ouvert. Même la division se fait par x moins 1 qui ne s'annule pas sur l'intervalle ouvert 0,1. Donc, la continuité, là, elle est acquise. Alors, en 0, on va chercher la limite à droite. La limite à droite. Donc, f est continue en 0 à droite parce que limite de f de x égale limite de x moins x log de x sur x moins 1. Alors, la limite de x est 0 et x log de x, ça tend vers 0. Ça, c'est une limite parmi les limites que vous devez connaître absolument. Donc, limite de x log de x égale 0. Et puis, divisé par x moins 1 qui tend vers moins 1. Donc, 0 moins 0 égale 0 égale f de 0. Elle est donc continue. Pour le point 1, à gauche de 1, la limite de f de x, c'est la limite de cette expression. Parce que c'est l'expression que l'on a à gauche de 1. Et alors, ici, également, nous allons utiliser cette limite. Aussi, c'est parmi les limites que vous devez connaître, mais on peut la trouver facilement. Donc, x log de x sur x moins 1 tend vers 1. Donc, la limite ici sera 1 moins 1 qui multiplie ceci, qui tend vers 1. Donc, 1 moins 1 égale 0 égale f de 1. La fonction f est donc continue aux extrémités. Et comme je viens de signaler qu'elle est continue sur l'ouvert 0,1, l'intervalle ouvert, alors f est continue sur 0,1 tout entier. Nous aurons besoin de ça dans la question numéro 2. Mais d'abord, cette limite, je vais vous rappeler, ça c'est parmi les limites qu'il faut connaître. D'ailleurs, vous la connaissez sous la forme log de 1 plus t sur t tend vers 1, si t tend vers 0. Mais on peut l'écrire en changeant la variable ainsi. Alors, regardons comment on peut la retrouver, cette limite. On peut la retrouver facilement. Regardez, x log de x, x moins 1. Je peux laisser le x à côté. Et je peux l'écrire log de x moins log de 1 sur x moins 1. Log de 1 étant nul. Et ici, ça, c'est un rapport qui tend vers la dérivée au point 1. Et la dérivée au point 1, c'est la dérivée de log, c'est 1 sur x. Donc au point 1, ça donne 1 sur 1. Donc en fait, ceci tend vers 1 et ceci tend vers 1 sur 1. Donc on a 1 sur 1 égale 1. Voilà la limite quand x tend vers 1, si vous voulez vous rappeler un petit peu comment on fait. Bien. Alors la deuxième question montre qu'il existe C appartenant à 0,1 qui vérifie cette équation. Et on vous demande d'appliquer le théorème de Rolle. Voilà, la démonstration est tracée, faire le théorème de Rolle. Alors, f est continue sur 0,1 fermé. On vient de l'expliquer dans la question numéro 1. Elle est dérivable sur 0,1 parce que son expression, c'est ça. Dans l'intérieur de l'intervalle, elle est dérivable. Quotient de fonction dérivable, le dénominateur ne s'annulant pas. Et puisque f de 0 égale f de 1, c'est dans l'énoncé, f de 0 égale f de 1 égale 0.
Je rappelle l'énoncé. Regardez. f de 0, 0, f de 1 égale 0. Donc on a tous les ingrédients, les hypothèses du théorème de Rolle. Alors on applique le théorème de Rolle, il existe un C dans l'intervalle ouvert 0, 1 qui vérifie f' de C égale 0. Donc il faut calculer f' de C. Alors f' de C se calcule évidemment à l'intérieur de l'intervalle. À l'intérieur de l'intervalle, puisqu'on a dit qu'elle est dérivable sur l'intérieur. Donc la dérivée de x c'est 1, et puis ce quotient se dérive par la dérivation d'un quotient. Donc d'abord la dérivée de x log de x, hein, c'est log de x plus 1, que multiplie le dénominateur x moins 1, moins le numérateur x log de x, que multiplie la dérivée du dénominateur qui est 1, sur x moins 1 au carré. Alors vous rassemblez tout ça en mettant un même dénominateur, voilà ce que vous trouvez. Un petit calcul, je vous laisse faire facilement, je vais vérifier, voilà ce qu'on trouve. Alors, écrire f' de c égale 0, ça veut dire cette expression, si vous remplacez x par c, vous trouvez égale 0. Au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? On a c moins 1 au carré, qui est quelque chose qui est non nul, parce que c est compris entre 0 et 1 strictement. Alors, si le dénominateur, si une fraction est nulle, son dénominateur est non nul, ça veut dire que le numérateur est nul, c'est-à-dire c2 moins 3c plus log de c plus 2 égale 0. Ainsi se termine cet exercice. Voilà la solution de l'exercice 3. Alors, en appliquant le théorème des accroissements finis, montrer que, quel que soit A, B, réel, compris entre 0 et 1, vous avez cette inégalité. Évidemment, vous voyez maintenant qu'il faut utiliser arcsinus, la fonction arcsinus et l'intervalle AB, comme il est écrit ici, A inférieur à B strictement. C'est ce que nous allons faire pour trouver cette double inégalité. Alors donc, soit AB de réel quelconque qui vérifie cette inégalité. Donc, A est supérieur à 0, strictement, inférieur à B strictement, qui est inférieur à strictement. Alors, on considère la fonction qui à t fait correspondre à arcsinus de t, qui est, comme vous le savez, continue sur l'intervalle 0, 1 fermé, qui contient l'intervalle AB fermé, donc elle est continue sur AB fermé. Et elle est dérivable sur l'intervalle 0, 1 ouvert en 1, donc il contient AB ouvert, et donc arcsinus de t est dérivable sur cet intervalle AB parce qu'il est compris entre 0 et 1 strictement. On sait que arcsinus, elle est dérivable sur moins 1, 1 ouvert. Donc il contient AB effectivement à cause de cette inégalité. Alors d'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à l'intervalle AB strictement à l'intérieur, tel que l'on est arcsinus de B moins arcsinus de A égale B moins A fois la dérivée de arcsinus au point C, qui est 1 sur racine de 1 moins C2. Maintenant, ça devient classique, il faut encadrer cet élément pour encadrer arcsinus de B moins arcsinus de A et retrouver l'inégalité que l'on demande. Alors, partons de cette constatation C compris entre A et B strictement et tenons compte du fait que B est strictement inférieur à 1 et A supérieur à 0, nous avons cette inégalité. Comment on va trouver cette inégalité? Vous élevez au carré ici, ils sont tous positifs. C'est pourquoi j'ai ajouté le 0 ici, pour bien vous montrer que l'on peut élever au carré tout en gardant les inégalités, donc A2 inférieur à C2 inférieur à B2, parce que A, C, B sont tous positifs, et même strictement. Donc on a A2 inférieur à C2 inférieur à B2. On multiplie par moins 1, alors on aura moins B2 inférieur à C, moins C2 inférieur à moins A2, et on ajoute 1. Donc on a cette double inégalité comme ça. Et puisque B n'atteint pas 1, alors 1 moins B2 est strictement supérieur à 0. Par conséquent, on peut appliquer la racine qui est croissante, donc on aura racine de 1 moins B2 inférieure à racine de 1 moins C2 inférieure à racine de 1 moins A2. Et même les inégalités sont strictes, parce qu'on a ici des inégalités strictes. Et en inversant, je viens de dire que B n'atteint pas 1, donc racine de 1 moins B2 n'est pas nul, il est supérieur à 0. Et donc en inversant, on trouve l'inverse de la racine de 1 moins B2 ici, supérieur à l'inverse de
1 sur racine de 1 moins C2 supérieur à l'inverse de 1 sur racine de 1 moins A2. Et maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Plus qu'à multiplier par B moins A qui est positif strictement parce que A est inférieur à B et on a cette inégalité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste remplacer cet élément par sa valeur et sa valeur, B moins A sur racine de 1 moins C2, c'est A sinus de B moins A sinus de A. Donc, on prend ceci, on le met là et on a l'inégalité démontrée. Voilà. Bien. Alors, le texte, qu'est-ce qu'il demande? Montrer l'inégalité large. En fait, elle est stricte parce que, comme je vous ai dit, ici, à partir de ces inégalités, on a ici strictement. Bien. De toute façon, on répond à ce qu'on nous demande. C'est pas faux si vous mettez des inégalités larges. Maintenant, on vous demande, pour la deuxième question, alors, d'abord, on vous dit que arc sinus de 1,5 est égal à pi sur 6. Vous en aurez besoin. Montrer cet encadrement de arc sinus de 1 tiers. C'est ça ce qu'on veut. Encadrer arc sinus de 1 tiers. Donc, vous trouvez qu'il est inférieur à 1 nombre qu'on peut calculer par les moyens, calculatrice, etc., division. Et ça aussi, on peut le calculer. Donc, on aura une valeur approchée, bon, approchée, mais à quelle incertitude, je ne sais pas, parce qu'on ne nous demande rien, mais on nous demande cette relation. D'ailleurs, on ne vous demande pas de calculer. Il ne faut jamais calculer quelque chose par la calculatrice. Ne donnez pas un chiffre avec des 1, etc., avec les virgules. Donnez ce que vous connaissez. Pi sur 6 moins racine de 3 sur... Voilà ce que vous devez répondre, tout simplement. N'ajoutez rien. Vous n'avez pas le temps de rajouter des choses inutiles. Bon, alors, on applique... on a dit d'appliquer... on nous a donné cette relation. Arc sinus de 1,5 égale pi sur 6. Ce qui vous dit de poser A égale... alors, on pose A égale 1 tiers et B égale 1,5. B égale 1,5. Donc, ici, c'est arc sinus de B, c'est pas arc sinus de A. Désolé si je suis trompé. Donc, arc sinus de B. Donc là, c'est arc sinus de B. Voilà, B égale 1,5. Arc sinus de B, arc sinus de 1,5 égale pi sur 6, d'après l'énoncé. Très bien. Et je prends A égale 1 tiers. Alors, pourquoi je prends A égale 1 tiers et pourquoi je n'ai pas pris A égale 1,5? Parce qu'on veut cet ordre. Cet ordre. Alors, 1 tiers, évidemment, il est plus petit que 1,5. Donc, je prends B égale 1,5. Et j'applique cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? B égale 1,5, A égale 1 tiers. Alors, 1,5 moins 1 tiers, inférieur ou égal arc sinus de B. Alors, on a dit arc sinus de B, c'est pi sur 6. C'est arc sinus de 1,5. Voilà. Et moins l'arc sinus de 1 tiers, c'est ça l'inconnu que l'on veut encadrer. Et puis ici, la même chose, B moins A, c'est 1,5 moins 1 tiers. Et ici, racine de 1 moins B2, c'est-à-dire 1 moins 1 quart. Au dénominateur, la racine de 1 moins 1 quart. Alors, j'effectue des calculs pour donner cette valeur sous forme de quotient. Alors, numérateur, 1,5 moins 1 tiers, ça fait 1 sixième. Et puis, divisé par un dénominateur. Si vous réduisez au même dénominateur ici, qu'est-ce que vous allez trouver? Racine de 9 moins 1 sur 9, c'est-à-dire racine de 8 sur 9, racine de 9, c'est-à-dire racine de 8 sur 3. Et divisé par racine de 8 sur 3, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, ça donne ceci. Après simplification, vous aurez ici 1,5. Et là, vous aurez racine de 8, c'est racine de 4 fois racine de 2, c'est 2 racines de 2. Donc, en fait, vous aurez 1 sur 4 racine de 2. Et vous multipliez par racine de 2, numérateur et dénominateur, pour avoir racine de 2 sur 8. Alors, pour celle-ci, numérateur, même chose, c'est 1 sixième. Et ici, racine de 1 moins 1 quart. 1 moins 1 quart, c'est 4 quarts moins 1 quart égale 3 quarts. Donc, le dénominateur, c'est racine de 3 sur racine de 4. Autrement dit, c'est racine de 3 sur 2. Divisé par racine de 3 sur 2, ça revient à multiplier par son inverse, 2 sur racine de 3. Et vous inversez, vous simplifiez. Vous aurez donc 1 sur 3 racine de 3. Vous multipliez par racine de 3 et vous multipliez par racine de 3 numérateur et dénominateur pour retrouver le chiffre un peu plus simple à lire, racine de 3 sur 9. Et donc, on n'a plus qu'à remplacer
ici, racine de 3 sur 9, ici, racine de 2 sur 8. Et pour avoir l'inégalité, rappelez-vous, c'est encadré moins arc sinus de 1 tiers. Alors, qu'est-ce que je fais? D'abord, je multiplie par moins 1 pour faire apparaître un plus. Et ici, moins pi sur 6. Et là, vous aurez... quand vous multipliez par moins 1, évidemment, ça va s'inverser. Le moins racine de 3 sur 9 sera inférieur à moins pi sur 6 plus arc sinus de 1 tiers, inférieur à moins racine de 2 sur 8. Et après, vous ajoutez pi sur 6 et vous avez l'inégalité. Donc, je répète, multiplions d'abord. Si vous voulez écrire cette étape intermédiaire, vous pouvez l'écrire. Pour ne pas alourdir la rédaction, donc on multiplie par un moins 1, on obtient une inégalité. Rappelez-vous, quand vous multipliez par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. Autrement dit, si vous voulez, moins ceci sera le premier et moins racine de 2 sur 8 sera ici. Et ici, on aura au milieu arc sinus de 1 tiers moins pi sur 6. Ensuite, on ajoute pi sur 6 et on a l'inégalité demandée. C'est bien ça, je vais vérifier. Dans l'énoncé, c'est bien ça. Voilà. Dernière question. Alors ça n'a rien à voir avec les deux questions précédentes parce que nous avons une fonction. Ça, c'est du déjà vu dans les TD ou quelque part. Une fonction. Vous allez montrer qu'elle est égale à pi sur 2 sur R tout entier. Alors, R, c'est un intervalle. On dérive cette fonction, on peut lui donner un nom, la dérivée. Et puis, si la dérivée est nulle, elle sera constante et on va retrouver cette constante en donnant une valeur ici, par exemple x égale 0. Bon, voyons ça. Alors, dérivons. La fonction, on lui a donné un nom de x, on dérive. Alors là, la dérivation, elle est compliquée, c'est là où c'est compliqué. Je me rappelle que j'ai vu cet examen à l'examen, j'ai corrigé cet examen. Alors c'est là où les gens se perdent, lorsqu'ils dérivent les fonctions composées. C'est là où les problèmes apparaissent. Alors j'ai détaillé beaucoup pour y arriver au résultat égal à 0. Alors dérivons arc sinus, arc tangente x. 1 sur 1 plus x2. Attention, ici c'est une fonction composée. Alors si vous voulez, ici c'est comme si vous avez disons un phi de x. Un phi de x. Que dit la théorie de la dérivation composée? Vous dérivez phi prime de x, que multiplie la dérivée de arc tangente en phi de x. Donc, la dérivée de ce phi de x, c'est la dérivée de racine. Alors c'est 2x sur 2 racines, 1 plus x2, le 2 s'en va, donc ce x sur racine de 1 plus x2. Moins la dérivée de x, moins 1. Divisé par la dérivée de arc tangente en ce point phi de x. Le voilà, vous le voyez, phi de x au carré, plus 1. Et ce 2, je n'ai pas parlé de ce 2, c'est une constante, il est là. Bien. Alors la deuxième étape, c'est d'ouvrir cette parenthèse. Ah, d'abord, non. D'abord, ici, réduisons même dénominateur. Ce sera quoi? X moins racine de 1 plus x2 sur racine de 1 plus x2. Ce racine de 1 plus x2 va apparaître là. Et il reste x moins racine de 1 plus x2. Le numérateur sur racine de 1 plus x2. C'est ça, la réduction au même dénominateur de ceci, dans ceci. Cette parenthèse divisée par ça. Voilà, c'est écrit. Le 2 qui est là, et il est là. Je n'ai pas touché. Et puis, ce dénominateur, je vais développer ce carré. Le carré de la racine. Voilà, 1 plus x2. Moins le double produit, moins 2x, racine de 1 plus x2. Plus le carré de x plus x2. Ensuite, plus 1. Et là, vous voyez 1 plus x2. Je peux enlever ces parenthèses maintenant. 1 plus x2, et ici, vous avez 1 plus x2. Donc, ça devient 2 fois 1 plus x2. Moins 2x racine de 1 plus x2. Ce racine, il est là, le 2 il est là, je n'ai pas touché. Ce terme reste jusqu'à la fin. Alors maintenant, regardez ici.
qu'est-ce qu'il y a en commun dans cette somme? Qu'est-ce qu'il y a comme facteur commun? Vous avez la racine de 1 plus x2 que multiplie x. Non, pas que multiplie x. Racine de 1 plus x2 que multiplie le 2. Je vais les faire sortir. Alors, si je sors 2 racines de 1 plus x2, qu'est-ce qui va rester ici? Moins x. Et là, qu'est-ce qui va rester? Racine de 1 plus x2. Et ce 2x et ce 2 racines de 1 plus x2, le 2 est là, et la racine multipliée par la racine crée ce 1 plus x2. Alors, vous voyez maintenant que j'ai ce terme et son opposé ici. Si je simplifie, j'aurai quoi? J'aurai moins 1. Parce qu'ils sont opposés. C'est la même chose, mais opposés. Moins 1. Et le 2 sur le 2 se simplifie. Donc, on a 1 sur 1 plus x2 moins 1 sur 1 plus x2 égale à 0. Voilà donc cette dérivation. Bien sûr, un petit peu compliquée pour les débutants. Mais on peut la faire si on se concentre bien. C'est pas très... On peut dire si on fait les calculs sans faire d'erreur. Et c'est pas évident dans un examen, surtout dans un examen d'une heure et demie, de se concentrer. Souvent, les calculs sont difficiles. Bon, ainsi donc, f' est nul sur un intervalle. J'insiste, la chose de dire que si f, la dérivée est nulle, alors f est constante, alors ce n'est pas vrai. C'est vrai sur un intervalle. Alors, si je vous dis, par exemple, arc sinus de 1 sur x plus arc sinus de x défini sur R étoile, sa dérivée est nulle, mais elle n'est pas constante sur R étoile. Elle vaut pi sur 2 sur R plus étoile, et elle vaut moins pi sur 2 sur arc sinus, sur R étoile moins. Donc, cette application de dire que la dérivée est nulle alors f est constante, on l'applique sur un intervalle, comme ici R, c'est moins l'infini plus l'infini. Ou bien sur un intervalle AB. A et B, des réels, ou bien l'un réel, l'autre l'infini, ou moins l'infini. Bon. Donc maintenant, f est constant sur R, alors je prends une valeur, f de x est égal à f de 0, parce qu'elle est constante. Alors f de 0, pourquoi f de 0? Parce que c'est le plus simple à voir ici dans cette fonction. En effet, arc sinus de 0, c'est 0. Hein? Tangente de 0 est égal à 0. Et vous avez ici arc tangente de 1. On a déjà vu arc tangente de 1, elle est égale à pi sur 4. Et pi sur 4 fois 2, ça fait pi sur 2. Donc, en conclusion, l'image de cette fonction f en 0, c'est pi sur 2. C'est pourquoi nous avons conclu cet exercice en disant f de x égale pi sur 2, quel que soit x appartenant à R. Alors maintenant, nous allons continuer avec l'exercice 4. Regardons d'abord l'énoncé. Alors, comme nous avons vu tout à l'heure, c'est un exercice qui porte sur les développements limités. Voilà. Donc, la première question, on nous demande de rappeler les développements limités de quelques fonctions usuelles. On a déjà vu ça dans des vidéos précédentes, donc nous allons juste rappeler ça. Attention, ici, c'est exponentielle x, moins x, ce n'est pas exponentielle x, donc prenez le développement de exponentielle x, et là où apparaissent des puissances impaires, vous mettez un signe moins devant. Donc, voilà le résultat. Voilà. 1 moins x, plus x2 sur 2, en fait, c'est 2 factoriels ici qui donnent 2, moins x3 sur 3 factoriel qui donne 6, et x4 sur 4 factoriel qui est 24. Parce qu'on nous demande des développements à l'ordre 4, on les donne tous à l'ordre 4. Voilà, l'ordre 4. Et puis n'oubliez pas de donner le reste. Très facile, écrire x4 epsilon de x, où epsilon est une fonction qui tend vers 0, lorsque x tend vers 0, puisqu'on fait des développements au voisinage de 0. Voilà donc les développements pour le cosinus. Pour le sinus, donc là c'est 2 factoriel, 4 factoriel ici. Alors pour le sinus, c'est x moins x3 sur 3 factoriel. Il n'y a pas de terme en x4 parce que c'est 0 x4, une fonction impaire. Dans son développement, n'apparaissent que des puissances impaires. Quand je parle de n'apparaissent que des puissances, c'est dans le polynôme. Dans le reste, évidemment, si vous avez un développement à l'ordre 4, vous mettez x4 et epsilon de x, le reste. Log de 1 plus x qui n'est ni pair ni impair,
Eh bien, voilà son développement. Ça, on l'a déjà vu en intégrant le développement de 1 sur 1 plus x. Voilà donc pour la première question. Alors, pour la deuxième question, on nous demande donc de, voyons l'énoncé, de développer à l'ordre 3 cette fonction cosinus x à la puissance 1 sur sinus x. Alors, d'abord, cosinus de x à la puissance 1 sur sinus x, c'est l'exponentielle de logarithme de cosinus sur 1 sur sinus x, en utilisant la règle a à la puissance x égale exponentielle x log de 1. Bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer des étapes. D'abord, le développement de log de cosinus x, log de cosinus x, et le développement de sinus x sont là, et on va faire la division pour avoir le développement de log de cosinus x sur sinus x. Et puis après, on applique l'exponentielle. Donc, log de cosinus x, on cherche des développements à l'ordre 4, on met ici le développement de cosinus à l'ordre 4, et on lui applique le logarithme. Alors, on va prendre cette quantité-là comme la variable u qui tend vers 0, lorsque x tend vers 0. Et on va appliquer ce développement-là, où, alors ce que j'ai désigné en rouge, c'est en fait cette parenthèse. Donc on va remplacer dans cette x, ce x, on va remplacer par cette parenthèse. Donc, le logarithme, donc je mets x, je mets la parenthèse, moins la parenthèse au carré sur 2, alors on demande un développement à l'ordre 4. Alors qu'est-ce que je vais faire de x3 sur 3 si je remplace la parenthèse? Le premier terme qui va apparaître si je mets cette parenthèse à la puissance 3, ce sera un x6. Donc ça dépasse l'ordre 4, c'est pourquoi je n'écris pas le plus cette parenthèse puissance 3 sur 3. Sinon, il va me donner des x6. Qu'est-ce que je fais de ces termes-là? Parenthèse puissance 3 sur 6 sur 3, pardon. Où est-ce que je les mets? Ce sont des puissances supérieures à 4, je les mets dans le reste. On s'exprimer comme x4 fois quelque chose qui tend vers 0. Donc, ces termes-là, en fait, je ne les utilise pas dans ce développement, car ce que je remplace est quelque chose d'une puissance un peu élevée. À la puissance 3, ça donne des x6 et plus. Alors, je me contente de ça, et je fais les calculs. Donc, ceci, il n'y a rien à calculer, je le laisse comme il est. Mais par contre, pour celui-ci, déjà, je ne prends que ce terme au carré, parce que le double produit donne un x6. Déjà beaucoup. Et le carré de x4 sur 24 donne un x8 divisé par 24 puissance je sais pas quoi. Donc c'est énorme. Alors qu'est-ce que je garde? Juste le carré du premier terme qui va donner un x4. Les autres qui vont donner x6 et plus, je les mets dans le reste. Voilà donc qu'est-ce que je retiens de la partie polynomiale. Je n'ai pas négligé les autres termes, je les ai mis dans le reste. Le reste, il ne faut pas croire que c'est 0. C'est une fonction de la forme x4 fois une fonction qui tend vers 0. Oui. Donc voilà, on effectue le calcul. Donc ça tend, celui-là, il est là, x4 sur 24, il est là, et ici sort la parenthèse au carré, ça donne un x4 sur 4, multiplié par moins 1,5, donc c'est moins x4 sur 8. Vous faites la somme entre ceci, donc ici vous aurez moins 3 sur 24, et vous aurez donc moins 2 sur 24 qui est égal à moins x4 sur 12. Voilà le développement de log de cosinus x à l'ordre 4. Alors donc, le quotient de ceci par sinus x qui est aussi à l'ordre 4, pour cela donc il faut faire la division euclidienne. Mais avant de faire la division euclidienne, il faut simplifier par x. Ce qui donne, cette fraction devient ceci. Vous simplifiez par x, numérateur, dénominateur. Et maintenant, c'est pourquoi on cherche un développement à l'ordre. À l'ordre 3, il faut aller jusqu'à l'ordre 4 à cause de cette simplification. Ça, on a déjà signalé dans les divisions.
faites attention de prendre un ordre assez suffisant pour ne pas perdre des termes. Si vous prenez l'ordre 3, peut-être qu'à la fin, vous n'aurez pas l'ordre 3 ici. Donc, on a fait les étapes avec l'ordre 4. Après la division, il y aura des simplifications qui vont permettre donc de diminuer l'ordre, numérateur et dénominateur jusqu'à l'ordre 3. Et maintenant, on fait la division euclidienne. Alors, ça, la division euclidienne, alors, je l'ai déjà faite plusieurs fois. Alors, je vais quand même vous rappeler, voilà ce qu'on divise. Bien ça? Par ça. Dès que je vois l'ordre 3, je m'arrête parce que je cherche l'ordre 3. Alors, moins x2 sur 2 ici, divisé par 1. Je dois faire moins x2 sur 2 qui va, lorsque je multiplie, il me donne la même chose. Pour que, après, avec un signe moins, va disparaître. Donc, moins x sur 2. Mais il faut multiplier tout ce qui est là. Moins x sur 2 fois 1. Je mets en rouge ce que je trouve. Moins x sur 2. Moins x sur 2 fois moins x2 sur 6. Ça donne plus x3 sur 12. Alors, je soustrais. Moins x2 sur 2, moins x2 sur 2 s'en va. Et il va rester moins x3 sur 12, moins x3 sur 12. Leur somme, ça fait moins x3 sur 6. Je divise, il faut mettre ce terme pour que lorsque vous multipliez, vous retrouverez ça en premier. Alors maintenant, je ne fais pas le reste, je fais des points de suspension parce que j'ai trouvé mon ordre 2. Voilà ce que je retiens de cette division. Donc le développement à l'ordre 3 que j'ai dans le texte divisé par la partie polynomiale du dénominateur, partie polynomiale du numérateur par la partie du polynomial du dénominateur me donne l'ordre 3 ici. Je m'arrête. Je m'arrête là et c'est tout. Voilà donc ce que j'ai écrit. Voilà ce que j'ai trouvé. Il est bien à l'ordre 3. Bien. Alors maintenant, je lui applique quoi? L'exponentiel. Exponentiel dessus, donc l'exponentiel de ce que j'ai trouvé ici. L'exponentiel. Alors donc, je vais prendre dans le développement de exponentiel ce terme comme une variable t, si vous voulez, hein, moins t. Moins t. Voilà, le t, c'est cette parenthèse. Donc, voilà, je vais enlever ce trait, alors, voilà, cet arc rouge, je l'ai enlevé. Je vais prendre cet élément égal à t. Le voilà, on a ici moins t, sans s'intéresser au reste. Alors, exponentiel moins t. Et qu'est-ce que vous allez faire? Le développement de exponentiel, mais avec t, c'est-à-dire avec la parenthèse qu'on a là. Donc, rappelez-vous l'exponentiel, donc 1 moins t plus t2 sur 2, moins t3 sur 3 factoriel, c'est-à-dire sur 6. Pourquoi je m'arrête là? Parce que je veux l'ordre 3. Alors, cette parenthèse, je la descends, elle est ici. Celle-ci, je cherche l'ordre 3. Alors, x sur 2 à la puissance 2, ça donne un x2 sur 8. X sur 2 à la puissance 2, ça donne un x2 sur 8. Sur 4 fois le 1/2, ça donne x2 sur 8. Mais le double produit donne un x4. Et le carré de x6 et de x3, ça donne un x6. Donc, ça y est, je retiens de cette parenthèse que le premier terme, x sur 2 au carré, fois 1/2. Et de cette parenthèse, le terme x2 à la puissance 3 me donne un x3 sur 2 au cube. C'est 8. 8 fois 6, 48, moins x3 sur 48. Et les autres termes vont donner des x4 et plus. Dans un a plus b à la puissance 3, il y a 4 termes. Le premier donne un x3. Les autres vont donner plus, un x4, x6, etc. Donc, voilà ce que je retiens. Et maintenant, je regroupe les termes qui ont le même degré. Les voici, x3 sur 6, moins x3 sur 6, moins x3 sur 48. Je fais cette somme et je trouve moins 3x3 sur 16. Le x2 sur 8, il est là. Et moins x sur 2, donc voici. Voilà donc le développement de cette fonction. Donc, dans cette deuxième question, nous avons trouvé f de x
Voilà son développement à l'ordre 3. Alors, dans la dernière question, on nous demande de trouver un équivalent f de x au voisinage de 0. Bon. On a trouvé f de x ici, le développement de f de x à l'ordre 3. Je vois même que c'est... pour trouver un équivalent, c'est un peu excessif comme ordre. On aurait pu se contenter à l'ordre 2. Et ceci même si on veut un équivalent trop précis. Alors souvent, je vois dans les solutions que propose le professeur du cours qu'il faut donner le premier terme, et qui est en fait une constante, et c'est la limite de f quand x tend vers 0. Mais si vous voulez donner un développement plus précis, vous pouvez donner aussi 1 moins x sur 2 est équivalent à f de x. Parce que lorsque vous divisez par 1 moins x sur 2, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver 1 plus cette quantité divisé par 1 moins x sur 2, qui tend vers 0. Et donc, f de x est bien équivalente à 1 moins x sur 2. C'est une équivalence un peu plus précise. Là, je fais un commentaire, bon, ce n'a rien à voir avec la réponse. Si on vous demande une quatrième question, peut-on prolonger f par continuité? Quelle est l'équation de la tangente au voisinage de 0? Alors, peut-on prolonger en 0 déjà? Par continuité. Quelle est la tangente au voisinage de 0 et la position de la courbe de f par rapport à cette tangente? Première réponse, je peux prolonger en posant f de x égale f de 0 égale 1, parce que la limite en 0, c'est 1. Deuxièmement, nous avons ici l'équation de la tangente a0 plus a1x. Premier terme, les deux premiers termes de développement dans la tangente. Effectivement, f de x moins ce 1 moins x sur 2 est égal à ceci qui tend vers 0. Alors, la position maintenant, si vous faites la soustraction de f de x moins 1 moins x sur 2, le premier terme qui apparaît, c'est un x2 sur 8. Il l'emporte sur ce qui vient après. Donc, c'est positif et par conséquent, la courbe l'emporte sur la tangente. La courbe de f est au-dessus de sa tangente. Tout ça, c'est un commentaire supplémentaire sur une éventuelle quatrième question. Je répète, quatrième question, vous pouvez l'écrire. Peut-on prolonger f par continuité en 0? Quelle est l'équation de la tangente en ce point 0 alors? Et puis la position de la courbe par rapport à cette tangente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.